Et bah ça s'améliore de plus en plus. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Il va être question dans ce vlog de Star Trek Discovery saison 4, puisqu'il y a déjà eu un vlog saison 1 à 3, dont le démarrage était particulièrement laborieux, notamment par rapport à tout un tas de messages politiques. Une adaptation, grosso modo, de l'ouverture d'esprit de Star Trek à ces exagérations et mauvaises incarnations actuelles. C'est-à-dire principalement l'univers très SJW, le woke, c'est-à-dire œuvrer pour la diversité et l'acceptation, mais de façon un peu stupide. Et je dois dire que c'est assez rigolo, mais cette saison a l'air totalement axée là-dessus. Cette saison s'améliore beaucoup plus, il y a beaucoup plus de sens, notamment parce qu'il est enfin logique que Michael Burnham soit aussi importante qu'elle ne l'était depuis le début de cette série. Star Trek, c'était des shows qui étaient sur des groupes. Décider du coup de concentrer sur un personnage unique, c'est un petit peu particulier, parce que en principe, c'est justement le groupe et l'action de chacun qui amène à résoudre les événements, et surtout le fait d'essayer de comprendre les autres. Et ça c'est beaucoup moins possible quand un seul personnage est le personnage clé de toute la série, et que donc du coup c'est toujours lui qui doit, ou elle, qui doit briller dans chaque situation. Et c'était donc le problème de Michael Burnham. Mais maintenant qu'elle est capitaine de vaisseau, ça a déjà un peu plus de sens à la fois de la suivre, et qu'elle ait autant d'importance, et que toutes ses paroles soient paroles d'évangile. Et donc, c'est vrai que ça passe quand même beaucoup mieux. Tu sens d'ailleurs que Michael, elle a un tout petit peu changé en termes de jeu. Tu vois que l'actrice a essayé de plus ou moins copier le style de Janeway. The subspace rifts they went into weren't created by the DMA. Commander Bryce, what do you hear? What about alternative energy sources? Ensign Kim, have you had any luck getting power from the holodeck reactors? Elle a un côté un petit peu Kate Mulgrew, où elle est un mi-chemin entre la chef, et puis la maman, et puis la sœur, et puis la pote, etc. Elle gère un équilibre un peu particulier à ce niveau-là. Et je trouve qu'elle s'en sort plutôt bien, et tu sens un petit peu une évolution dans son jeu et dans son comportement. Et cette série commence même à porter un peu plus d'attention à ses personnages secondaires. Alors, il reste quand même toujours très secondaire, c'est-à-dire qu'il y a un épisode qui donne une utilité à un individu de l'équipage de temps en temps, quoi. Il y a un épisode où on dit « Oh, c'est incroyable, on découvre enfin un peu plus de choses sur l'équipage du vaisseau. Il y en a un qui aime le surf. » Et c'est tout, pendant tout l'épisode, et puis après t'attends l'épisode suivant pour te dire, elle aime bien se battre, mais elle est très nulle, donc tu sais pas pourquoi est-ce qu'on a fait un épisode où on la faisait en train de se battre, en plus c'est la pilote, donc tu vois pas pourquoi est-ce qu'elle aurait de la force physique, enfin ça n'a aucun rapport, aucun lien. Donc ouais, on commence un peu à développer les autres personnages, ils commencent à avoir enfin une utilité, mais grosso modo, c'est toujours Michael qui a toujours raison, doit toujours faire les discours pour tout le monde, qui doit toujours faire la morale, qui doit toujours essayer de rappeler ce qu'est Starfleet, parce que c'est le seul personnage qui sait ce que c'est. Ils sont quand même un vaisseau entier qui vient du siècle où il y avait encore Starfleet qui fonctionnait bien, mais au 24e siècle, c'est quand même uniquement Michael qui fait des discours à tout le monde pour expliquer ce qu'est censé être Starfleet. C'est quand même bizarre ce truc, alors que justement, elle est connue pour être la première cadette, ou en tout cas membre de Starfleet, à avoir désobéi aux ordres et à avoir fait une mutinerie complète, etc. Donc tu fais putain, c'est quand même toujours aussi particulier. Mais ça marche plutôt bien, et les personnages secondaires sont importants, mais pas les membres de l'équipage. En fait, d'autres personnages secondaires qui ont été rajoutés au fur et à mesure sont vachement plus importants, genre par exemple Book, le nouveau mec qu'elle a rencontré, ou les nouveaux responsables du Starfleet du 24e siècle, mais les membres de l'équipage, c'est quand même toujours pas trop ça non plus, quoi. Tilly ensuite elle disparaît plus de la moitié de la saison, je sais pas où est-ce qu'elle est passée, je sais pas pourquoi ils ont décidé d'un seul coup de la faire disparaître, tu la retrouves à l'épisode 13, tu sais pas ce qu'elle a foutu entre temps, tu te dis mais où est-ce qu'elle était passée, pourquoi est-ce qu'elle était pas là depuis le début, enfin je sais pas, c'est très bizarre. Et puis, avec malgré tout un message intéressant, j'y reviendrai un tout petit peu après au message, et du coup la correction de beaucoup d'erreurs, il reste quand même certaines des erreurs principales. Ils ont vraiment leurs émotions à fleur de peau, tous les épisodes, il faut que ça parle de « Oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais devenir, pauvre de moi ?» Et à chaque fois, les dialogues sont sortis chuchotés et au bord des larmes. À chaque fois qu'ils disent quelque chose, c'est la plus belle chose qu'ils aient dit de leur vie, ou c'est le truc le plus important, et je ne comprends pas. C'est incroyable. Je comprends pas comment on peut faire une série qui est aussi clairement immature émotionnellement. Enfin, c'est... Not in the break. Just there for safety's sake, and it's just 1 week. C'est terrible quand même comme façon de faire le truc. Toujours, tout le temps, en toutes circonstances, si tu cherches le méchant, tourne-toi vers l'homme blanc. Mais systématiquement. Il y avait eu une petite exception avec la saison 3, où on découvrait quand même au bout de la moitié de la saison que finalement c'était une méchante, et pas un méchant. Il y a une nana, à un moment, qui est méchante,
qui fait des mauvaises décisions en tout cas, mais alors on va lui pardonner très très vite, c'est la 4e saison, où c'est systématiquement cette organisation. C'est plus un portrait réaliste du monde qui essaye d'être enfin égalitaire et qui essaye d'être plus égalitaire que toutes ces créations audiovisuelles de merde. Au bout d'un moment, c'est juste on fait l'inverse. Si tu n'es pas une minorité, tu es une merde. Il y a quand même quelque chose de particulier dans ce genre de discours. J'ai du mal à voir comment est-ce que ça peut être égalitaire, comment est-ce que ça peut être essayer de résoudre les problèmes, les conflits, tout dans ce genre-là. C'est un peu particulier, quoi. Mais il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que le thème, grosso modo, de cette saison, c'est il faut, même quand on parle à des gens qui nous paraissent être les pires trous du cul du monde, mettre nos différences de côté pour pouvoir ensuite discuter. C'est-à-dire le truc que aucun SJW ne fait. Il n'y a jamais de circonstances, de contexte, de raison, d'explication à une réplique que quelqu'un a dit. Si, d'une façon ou d'une autre, tu peux l'interpréter ultra simplement comme étant « tu n'aimes pas ça, tu es opposé à ça, tu détestes ça », on va le faire. On ne va jamais se poser la question. Par exemple, c'est arrivé à JDG il y a peu de temps, là, avec son commentaire sur la série Lord of the Rings, puisque donc l'histoire de cette nouvelle saison, c'est que il y a une anomalie, une espèce de gigantesque trou noir qui traverse toute la galaxie à des vitesses énormes, qui détruit des planètes en 2 secondes, et on sait pas d'où ça vient, et donc du coup, on va lancer une mission de Starfleet pour essayer de trouver quelle est l'espèce qui est responsable de cet événement et qui nous envoie ce truc sur la gueule, ou si c'est naturel, et qu'est-ce qu'il provoque du coup, etc., etc. Et donc, à plusieurs reprises, mais c'est vraiment un thème parce que ça revient dans plusieurs épisodes, on va avoir des personnages qui sont extrêmement braqués, qui vont s'énerver pour pas grand chose, pour une virgule placée au mauvais endroit, et tout le but ça va être d'essayer de calmer les esprits de tout le monde pour qu'on puisse réfléchir à tête reposée et se donner une réponse qui ne soit pas juste « tu n'es qu'un connard, crève ». Enfin voilà, c'est quand même assez bizarre pour une série qui a vraiment ce défaut d'écriture woke, SJW et cancel et tout le bordel, et d'avoir un message comme ça dans cette nouvelle saison, quoi. C'est quand même particulièrement étonnant. Évidemment, on retrouve tout ce qui fait les qualités de ces nouvelles saisons de Star Trek, c'est-à-dire notamment la mise en scène. Je suis particulièrement fan de la mise en scène de l'épisode 12, je crois, je vérifie vite fait mes notes. C'est intéressant parce que c'est un épisode qui a des choix de mise en scène qui sont extrêmement marqués. Par exemple, c'est un plan qui va commencer en filmant la taille de Michael, un gros plan assez serré, qui va faire un panoramique vertical et petit à petit se lever vers la tête du capitaine. C'est un plan qui est assez particulier. On récupère du coup l'autorité avec ce genre de plan. On récupère l'attention du coup du spectateur et on montre que tout tourne autour du capitaine sur le pont. Il y a aussi sur le même pont, et ça reprend un petit peu l'idée du premier plan qui est sur Michael, il y a un plan qui tourne, qui est un travelling rotatif qui tourne autour de Michael pendant que les choses sont en train de partir en couille, et donc du coup pendant le panoramique il est toujours focalisé sur la pensée de Michael, et c'est elle qui focalise toute ton attention, etc. Et là, donc là encore tu vois que c'est le capitaine autour duquel tout tourne et qui doit du coup appréhender tout ce qui se passe, prendre la décision le plus rapidement possible. Il y a une très belle transition aussi qui va du laboratoire de Stamets jusqu'au vaisseau de Book, qui est un peu plus loin. Alors, il me semblait pas que dans le laboratoire de Stamets, il y avait une énorme grille de ventilation qui ouvre directement dans l'espace. Peut-être que c'est une mise à jour qui a été faite avec le nouveau Starfleet. Juste cette petite transition en caméra, elle est intéressante et elle met vachement mis en rapport les différents éléments, ça permet aussi de voir comment tout est organisé. Je trouvais que ça marchait extrêmement bien. Il y a beaucoup de passages avec une caméra à épaule qui virevolte et qui tourne tout le temps sur le pont principal, donc dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a un souci, dès que les gens se posent des questions, dès que machin, tu passes de l'un à l'autre, tu fais un peu... Ça ressemble beaucoup à ce qu'elle faisait Abrams du coup dans ses films à lui. Mais c'est vachement dynamique et ça rend super bien, en tout cas notamment dans cet épisode-là. Il y a aussi, grosso modo, un travail des focales assez large qui vont créer de grosses déformations des distances, mais qui marche très très bien, qui est très joli. Et puis surtout, il y a un truc que je trouve vachement intéressant dans la façon de traiter le scénario. C'est que Book et un autre mec vont être en train de s'engueuler pendant cet épisode. Et ce qui est très rigolo, c'est qu'en fait, tu sautes constamment l'engueulade elle-même. C'est-à-dire que tu les vois trouver le sujet qui va leur permettre de s'engueuler, tu passes à une autre scène, et quand tu reviens, l'engueulade a eu lieu. Ils sont en train de gérer les conséquences de l'engueulade, de ce qu'ils se sont dit par rapport à un truc, et d'aller à la suite. Et en fait, à chaque fois, on coupe comme ça de l'épisode la confrontation elle-même pour revenir juste sur les conséquences. Qu'est-ce qu'on en fait maintenant? C'est quoi la prochaine étape? La prochaine décision? Je trouvais que c'était vachement intéressant en termes de mise en scène. Et il y a beaucoup de choses, évidemment, en termes de mise en scène, comme d'habitude dans cette saison, qui sont extrêmement intéressantes. Il y a beaucoup de plans aussi en gravité zéro, par exemple. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a... déjà, c'est un truc que les Star Trek d'avant pouvaient moins faire. Enterprise avait fait une scène comme ça dans la première saison où ils avaient perdu la gravité dans le vaisseau et t'avais Archer qui flottait dans sa douche. Donc rien que ce genre de plan, ça marche vachement bien. Mais par exemple, une fois qu'on a fait un plan comme ça, faire un cut sur un plan qui est inversé à 180 degrés
et qui va aller en arrière et se remettre dans le bon sens, ça te fait sentir, justement, comme les personnages, que tu es désorienté par ce qui vient de se passer. En fait, les personnages ont été désorientés par le fait d'être envoyés en l'air, de plus avoir de gravité, de plus avoir de point de repère, et retomber d'un seul coup, et que du coup, quand ils retombent, il faut qu'ils se réadaptent vite fait, qu'ils se retrouvent où est le plancher des vaches, où est le haut, où est le bas, et du coup, c'est intéressant de transcrire ça par cette astuce de mise en scène. Il y a aussi un très très joli plan où Book et Michael sont confrontés parce qu'ils ont des envies différentes, et t'as un très beau plan qui met en opposition le vaisseau de Book et la navette de Michael, mettant donc en parallèle également dans le même cadre Book et Michael qui sont chacun dans leur cockpit et qu'on peut voir très bien, très nettement chacun à sa place. Et on peut du coup faire une confrontation entre les personnages comme ça sur un plan large, avec des vaisseaux, avec le vide de l'espace entre les deux, etc. Je trouve que c'est un plan qui rend extrêmement bien. Et encore une fois, la mise en scène, je vous le dis, est extrêmement intéressante, très dynamique, énormément de décors très jolis, très créatifs, beaucoup de très belles idées pour différents environnements qu'on n'avait pas encore vus, y compris l'absence totale d'environnement. Il y a un passage qui est vachement cool à ce niveau-là, où ils sont emprisonnés dans une fissure temporelle, spatiale, ou un truc dans ce genre-là. Du Star Trek Babel, j'y reviens dans 2 secondes, et je trouvais que c'était la première fois que je sentais vraiment ces personnages être en danger dans ce genre de série, en fait. Pour le coup, je comprenais que les situations étaient particulièrement complexes, et je me demandais comment ils allaient s'en sortir, parce que clairement, ils sont dans la merde, là. Il y a plus rien autour d'eux, il y a plus d'espace, il y a plus de vide, ils peuvent pas bouger, ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent, enfin pour le coup, c'est un enjeu qui était particulièrement intéressant. Et oui, vite fait, sur le Star Trek Babel, il y a un truc qu'ils ont créé, on va jusqu'au bord de la galaxie. Parce que ils doivent aller hors de la galaxie, parce que la galaxie, du coup, maintenant, Star Trek, ça y est, elle est complètement explorée, donc si on veut explorer quelque chose de neuf, faut sortir de la galaxie. On sait que l'espace intergalactique, il est très très vaste. Avant de trouver une autre galaxie, t'as des tonnes de vide, quoi. Et du coup, ils doivent essayer d'aller ailleurs dans la galaxie, ils doivent sortir de la galaxie. Et on l'a vu, la bordure de la galaxie, The Final Frontier, on l'a vu dans l'épisode 5, par exemple, enfin le 5e film écrit par Shatner, qui est pas terrible du tout, mais on avait vu la frontière de l'espace, et ils l'ont réinterprété dans celui-ci, et il y a genre des bulles d'espace au bord de la galaxie. Et genre, il y en a qui sont noires, et il y en a qui sont brillantes, et du coup, faut se mettre dans celles qui sont brillantes, parce qu'elles sont tranquilles, et grâce à ça, tu peux essayer de sortir de la galaxie, machin, ça ne sert à rien, et qu'est-ce que c'est con. Vraiment, qu'est-ce que c'est con, d'où est-ce qu'un truc pareil existerait? Pourquoi est-ce qu'il y aurait des bulles au bord de notre galaxie? Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Pour le coup, là, ça va un peu trop loin dans le côté Star Trek. Il y a des trucs qui sont très très cool dans le fait d'être dans Star Trek et d'avoir beaucoup de choses un peu exagérées et assez énormes. Mais là, pour le coup, les bulles d'espace au bord des galaxies, il faut pas exagérer, c'était quand même un petit peu con, quoi. Le problème général dans tout ça, c'est que le récit est toujours raconté au format sériel, et non pas épisodique. Ce qui fait que tu sais exactement quelle construction tu vas avoir dans la saison. Et tu sais que chaque épisode individuel ne va pas tant que ça marquer la saison. Tu sais qu'il va y avoir un pivot dramatique majeur sur le milieu de saison, par exemple, où tu sais que à la fin d'un épisode, on va commencer à mettre en place le cliffhanger qui va te préparer pour te donner envie de voir l'épisode d'après. Mais ce qui fait que du coup, tu vois toujours qu'est-ce qui va venir à la fin d'un épisode. Tu vois comment est-ce qu'ils sont en train de se développer l'histoire, et tu vois toujours comment ça va se terminer. Donc par exemple, quand tu te dis, ah bah dis donc, ce serait dommage qu'à ce moment-là, il y ait un personnage qui nous trahisse, et ben évidemment, il y a un personnage qui va trahir, et du coup, ça va te lancer l'intrigue pour l'épisode suivant, quoi. Et au bout d'un moment, c'est un petit peu chiant, parce que tu vois vraiment venir le truc, tous les épisodes sont organisés un peu de la même façon, et tu vois vraiment venir les retournements, tu vois ce qui va arriver. Notamment quand l'épisode 12 est arrivé, par exemple, je savais très bien qu'ils allaient être bloqués à un moment ou à un autre dans ce qu'ils étaient en train d'essayer de faire, parce que tu sais que c'est toujours dans l'épisode final de la saison que t'as le dernier conflit, le dernier affrontement, le dernier dialogue, la dernière façon de se comprendre, etc. C'est toujours comme ça que c'est organisé, quoi. Et au bout d'un moment, du coup, c'est un petit peu saoulant. Et notamment quand ils sont dans certaines situations de danger spontané, isolés un peu du reste. Tu sais que c'est jamais isolé du reste. Tu sais qu'il y a toujours une saison qui vient derrière. Donc quand t'as tout un truc où ils sont bloqués dans une faille temporelle entièrement noire, on voit pas les étoiles, etc. Et ils peuvent plus bouger, etc. Bah tu sais qu'ils vont sortir parce que c'est l'épisode 5, et tu sais bien qu'on va pas faire 5 épisodes où ils vont être bloqués dans le noir parce que ça va être chiant. Donc tu sais très bien qu'avant la fin de l'épisode ils vont sortir, etc. Et c'est un truc que tu peux moins avoir avec le format épisodique habituel de Star Trek. Parce que du coup, bah, tu sais jamais comment peut se terminer un épisode. Si ça se trouve, ça peut être un épisode en 2 parties, puis tu le sais pas, parce que avant on mettait les titres au début des épisodes, et du coup c'était marqué partie 1, partie 2, etc. Maintenant on le fait plus. Donc du coup, tu peux faire un épisode avec une suite, et finalement t'es pas au courant. Ou alors, simplement, le fait que tu saches qu'un épisode n'est pas forcément relié aux autres, tu dis, bah, on sait jamais, dans cet épisode-là, il y a un personnage qui pourrait mourir, par exemple. Dans Star Trek TNG, en première saison, épisode 12 ou 14 ou 15, un truc dans ce genre-là, de la première saison, t'as Tasha Yar, qui était l'agent de sécurité, qui meurt. C'était un problème de casting, c'était un truc particulier, mais
Au moins, une fois que t'as vu ça, tu te dis, ah oui, donc dans n'importe quel autre épisode après Star Trek, TNG, on sait jamais, il y a quelqu'un qui peut partir, quoi. Et il y en a qui partent d'ailleurs, genre Wesley Crusher, il s'en va au bout d'un moment, il meurt pas, mais il s'en va au bout d'un moment. Et donc, ce genre d'incertitude, tu peux pas l'avoir avec ce format de récit. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal avec ces récits qui prennent forcément un épisode entier, et j'ai du mal avec l'uniformisation de toutes les séries du monde sur ce format, sur le sériel. Bordel, un tout petit peu d'épisodique, au moins une série par-ci par-là qui se fait en épisodique, où on n'est pas obligé de tout suivre constamment, où on peut juste regarder des petits épisodes par-ci par-là. Bon Dieu, pourquoi est-ce qu'on fait plus ça, quoi? Simplement parce qu'il faut nourrir les algorithmes et qu'il faut qu'on enchaîne les vidéos et les machins dans ce genre là, c'est encore une fois, c'est la VOD, c'est pas finalement pas une si bonne chose que ça, même pour l'écriture, en fin de compte. Enfin, j'aime pas cette façon de raconter le truc, et pour moi Star Trek c'est la série qui devrait pas être racontée comme ça. Ça n'a pas de sens de raconter Star Trek comme ça. Un film, éventuellement oui. Une série, une saison complète, non, au bout d'un moment tous les épisodes se ressemblent et c'est les mêmes histoires à chaque fois, quoi, donc c'est chiant au bout d'un moment. Il y a des choses bizarres, genre on trouve des résidus de traces de tachyon dans un mind melt, la connexion entre des Vulcains et des personnes qui se fait à travers leurs mains, etc. Et tu peux trouver des tachyons dans ce genre d'échange. Tu fais, what? C'est quoi ce truc? Je ne comprends pas pourquoi le Discovery, qui est un vaisseau qui est spécifiquement connu pour avoir la particularité d'avoir accès au réseau micellaire qui te permet de te transporter où tu veux dans l'univers, n'est pas utilisé. Pourquoi est-ce qu'il va aller sur le bord de la galaxie, pour traverser le bord de la galaxie avec le vaisseau, aller vers une autre galaxie, je sais même plus comment est-ce qu'ils font pour y aller aussi vite, pour que ça prenne des années, et pourquoi est-ce qu'ils n'utilisent pas simplement le réseau micellaire pour se téléporter immédiatement ailleurs dans une autre galaxie, quoi. Enfin, c'est pas comme s'ils allaient avoir du mal à faire des calculs, enfin, est-ce que le réseau micellaire s'arrête spécifiquement à notre galaxie? Je crois pas, il me semble qu'on avait dit que ça parcourait l'univers entier à une époque, donc j'arrive pas à comprendre, il y a plusieurs décisions comme ça dans cette série qui sont, dans cette saison-là notamment, qui sont un peu étranges à comprendre. Dans l'épisode 1, ils ont tout un problème avec une station qui est sortie de son orbite et qui arrête pas de tourner dans tous les sens et qui veulent essayer de choper. Et pour essayer de la choper, ils font en sorte que le vaisseau adopte la même rotation dans l'espace que le truc. En gros, c'est la scène de Interstellar quand il essaye de se réaccrocher à la station principale en tournant aussi vite qu'elle. Ça n'a aucun véritable sens parce que dans Star Trek, on a un truc qui s'appelle le faisceau tracteur. Et le faisceau tracteur, on l'a vu des tonnes de fois être utilisé pour choper un truc qui est en train de s'éloigner, de tourner sur lui-même et machin, et le stabiliser et l'arrêter, quoi. Parfois c'est un peu trop violent, donc ça peut être un peu compliqué à mettre en place, mais tu peux aussi le rendre un peu plus faible, et puis venir petit à petit, etc., progressivement. Dans Star Trek, de toute façon, tu peux tout faire. Donc j'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce qu'on a autant de difficultés à essayer de choper un vaisseau qui est en rotation. C'est très cool, hein, d'avoir le vaisseau inversé dans notre sens à nous, et puis les décors inversés, je veux dire. Pour jouer sur le côté, on est en train de tourner dans l'espace, rotation et tout bordel. Mais la scène n'avait aucun sens. Il y a plusieurs répliques pour faire avancer le scénario qui, en vérité, n'ont aucun sens. Il y a un personnage qui dit « Quelque chose qui disparaît et qui réapparaît a forcément été fabriqué. » Et tu fais « Pardon ? Vous savez combien de trous de verre instables qui sautent partout à n'importe quel endroit on a trouvé dans Star Trek depuis que ça existe ? Combien de poches qui donnent accès à un espace subspatial, à un autre espace, etc. On a trouvé, au hasard d'une mission dans les séries de Star Trek, un truc qui disparaît et qui réapparaît, c'est forcément artificiel. Depuis quand? Ils essaient donc de trouver d'où vient cette anomalie, ce trou noir qui détruit tous les trucs. Et on arrive à établir au bout d'un moment que l'anomalie peut se téléporter. Il n'y a pas de chemin direct, en fait. On peut pas l'avoir faire une courbe pour aller retracer attaquer une autre zone si l'autre zone a attiré son attention, un truc dans ce genre-là. Elle va disparaître à un endroit et réapparaître à un autre et faire son attaque à cet autre endroit. Mais tu ne sais pas pourquoi. Pour essayer de se diriger, il cherche le point d'entrée de l'anomalie dans la galaxie. Et tu fais quel point d'entrée? Le truc se téléporte. Vous venez de dire que justement, vous pouvez pas déterminer où est-ce que ça va aller, parce que ça peut se téléporter, ça peut aller n'importe où. Donc pourquoi est-ce que vous essayez de choper le point d'entrée, s'il y a point d'entrée, et s'il y a point d'entrée, pourquoi est-ce qu'il vous indiquerait d'où vient l'anomalie, et pourquoi ça vous dirait dans quelle direction aller? Ça n'a aucun sens non plus. Michael Burnham, qui connaît Starfleet mieux que tout le monde, hein, Michael Burnham doit regarder dans le manuel de Starfleet pour trouver la solution à un conflit. La solution à un conflit, c'est quoi? Un capitaine sur son vaisseau peut accorder l'asile politique, et donc vous serez protégé. C'est connu. D'où Michael en plus. Michael, qui connaît tout sur tout, qui fait la morale, tout le monde dans Starfleet, sur tous les machins. Pourquoi elle a besoin d'aller chercher que tu peux offrir l'asile politique à quelqu'un dans ton vaisseau? Ça a été fait pareil des dizaines de milliers de fois dans Star Trek, ça n'a aucun sens d'en faire un enjeu ou d'en faire un point particulier aujourd'hui, quoi. Enfin, c'est... Mais après, même si j'ai des problèmes dans le style narratif, je dois admettre que, ouais, le final de la saison, il était plutôt cool. Ce qu'on a découvert dans ces 2 derniers épisodes, les façons de faire, et ce qu'on a découvert, enfin,
j'essaie de pas trop en dire parce que j'essaie de faire sans spoiler, mais c'était un bon truc à la Star Trek. C'était plutôt créatif, plutôt intéressant. Il y avait un bon truc mis en place, une bonne idée pour comment décoder le truc, etc. Avec un truc qui soit quand même un petit peu scientifique, mais un petit peu farfelu et Star Trek en même temps. Pour le coup, j'avais trouvé que ça marchait très très bien. Il faut l'admettre, ça se rapproche infiniment plus de ce qui est censé être Star Trek. C'était plutôt bien foutu, les personnages commencent à développer des personnalités, donc ça commence enfin à ressembler à quelque chose, ce Star Trek Discovery. Beaucoup de gens ont dit, de toute façon, les séries de Star Trek, les 3 premières saisons, c'est toujours de la merde, et puis après, ça devient bien, etc. Je suis désolé, c'est pas vrai. Tu prends une série comme Voyager, je trouve qu'il y a aucune différence entre les premières saisons et les saisons d'ensuite. Voyager, ça a toujours été égal de la première saison à la saison 7. Il n'y a jamais eu besoin d'un palier pour s'acclimater, etc. Je l'ai jamais senti dans TNG. Je sais que les premières saisons sont pas les meilleures, mais je dirais pas que le démarrage est laborieux, quoi. Tu vois juste que la série se cherche, tu vois qu'elle a pas encore trouvé tous ses codes, trouvé toute l'identité pour ses personnages. Tu vois qu'elle est en train de se mettre en place, quoi, petit à petit, mais elle est pas mauvaise. Les épisodes de Star Trek dans les 3 premières saisons, ils sont pas mauvais. Il y a des trucs un peu étranges par-ci par-là, qui est un peu farfelu, puis en plus c'est les années 80, donc il y a des trucs un peu barrés, mais c'est pas mauvais dans les 3 premières saisons, et donc là, ce Star Trek, c'était pas mauvais dans les 3 premières saisons, parce que c'est comme ça que Star Trek fonctionne. C'est pas une excuse à sortir, c'était mauvais pendant les 3 premières saisons, parce que c'était mal écrit pendant les 3 premières saisons, et que toutes les décisions étaient mauvaises. C'est pas parce que Star Trek ça met du temps à démarrer, c'est que c'était mauvais. Les mauvaises décisions ont été prises, le personnage allait pas dans le bon truc, etc. Enfin bon, c'est particulier. Et je dirais qu'il y a aussi un autre problème, c'est que on est en train du coup maintenant de commencer à essayer de développer les personnages, mais on les a jamais écrits pour être développés. Ils ont jamais été écrits pour avoir une personnalité, en fait. Tous les membres de l'équipage, dans ce genre-là. C'est pour ça qu'ils ont plus de facilité avec des personnages qu'ils ont ajoutés récemment, en saison 3 par exemple, comme Book, parce qu'en fait, les autres personnages, ils ont jamais été écrits avec une personnalité, ils ont été écrits pour être là, sur le pont, à leur place et leur rôle professionnel. Mais ils ont pas de sens, ils apportent rien de spécifique au casting, ils apportent rien de diversifié, puisque de toute façon, tout tourne autour de Michael. Donc ça reste un peu laborieux. Ça reste un peu laborieux, mais qui sait, maintenant qu'ils sont rentrés sur un truc plus concret, que Michael est aux commandes, qu'ils ont bien fait leur saison 4, etc., peut-être qu'ils vont mieux mettre en place les trucs, j'en sais rien. Reste que, effectivement, la saison 4, il y a du mieux. Il y a un gros mieux sur pas mal de choses qui sont écrites. Il y a toujours certains défauts récurrents, mais il y a du mieux. Donc ça peut être intéressant. Je la conseille un peu plus cette saison 4 que les 3 premières saisons qu'il y avait avant. Voilà pour ce qui est de mon retour sur la dernière saison de Star Trek Discovery. Merci beaucoup d'avoir porté attention à ce vlog. Prenez soin de vous, regardez des films ou des séries. Ciao!